Salut à tous. Nous sommes le jeudi 12 février 2026 et notre cher ami, notre frère Alex Kreiner est avec nous. Bon retour parmi nous, Alex. Merci, Nima. Ravi d'être avec vous et salutations à tous ceux qui nous écoutent. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime afin que cela atteigne davantage de personnes. Et suivez, vous pouvez suivre Alex sur son Substack à l'adresse trendcompass.substack.com. Alex, permettez-moi de commencer par ce qui s'est passé aux États-Unis. La réunion, d'une durée de presque 3 heures, entre Donald Trump et Benjamin Netanyahu. Quels étaient les objectifs de cette rencontre? D'après ce que nous avons entendu, que ce soit des médias traditionnels ou alternatifs, Benjamin Netanyahu souhaite limiter le programme de missiles de l'Iran. Il ne s'agit plus seulement du programme nucléaire iranien, il est question des missiles balistiques, ainsi que du soutien de l'Iran aux Houthis, au Hezbollah et au Hamas. L'autre option, si ce ne sont pas des négociations, serait la guerre. La guerre, car je suppose qu'Israël n'est pas disposé, à mon avis, à recommencer une guerre contre l'Iran sans les États-Unis. C'est pourquoi ils font tout leur possible pour pousser les États-Unis à entrer en guerre avec l'Iran. Israël resterait alors en marge du conflit, pas trop affecté par la guerre entre les deux parties. Hier, ou avant-hier, le ministre iranien des Affaires étrangères a accordé une interview à Russia Today, où il a décrit la situation actuelle et expliqué comment l'Iran réagirait à toute forme d'agression de la part des États-Unis ou d'Israël. Et s'ils attaquent, et s'ils utilisent des moyens agressifs, quelle serait alors votre stratégie de riposte? Nous nous défendons. Comment? Tu sais comment. Attaquerais-tu les bases américaines dans les pays du Golfe? Nous attaquerions les biens et les installations américains, tout ce qu'ils possèdent dans notre voisinage. Tu sembles presque mal à l'aise en disant ça. Tu l'es? Je le suis. Non, je ne suis pas mal à l'aise. Le seul point, c'est que je ne veux pas dire quelque chose que je ne veux pas voir se produire. Bien sûr, je suis un homme de diplomatie, un homme de dialogue, un homme de négociation. Tout le monde me connaît. Je l'ai déjà fait par le passé, et je peux le refaire. Je ne suis pas un homme de guerre, bien sûr. Je suis moi-même un ancien combattant. Mon pays et nos forces armées sont pleinement préparés à toute éventualité. Mais ma préférence va à la diplomatie. Oui. J'ai vraiment ressenti la même chose lorsque j'étais en Iran, en discutant avec les habitants et les responsables. Ils sont prêts à la fois pour des négociations et pour la guerre. Quelle est votre compréhension de ce qui s'est passé à Washington? Et comment cela va-t-il influencer l'administration Trump et les décisions qu'elle va prendre? Parce qu'il semble qu'hier, nous avons appris qu'ils envoient un nouveau porte-avions dans la région. Le deuxième. Que se passe-t-il selon vous? Mon impression est que nous assistons aux tactiques de négociation assez typiques de Trump, où il commence par une manœuvre exagérée et agressive. Mais j'ai la très forte impression qu'il veut faire tout ce qu'il peut pour éviter la guerre. Il me semble désormais assez évident qu'il ne veut pas entrer en guerre contre l'Iran, mais qu'il subit d'énormes pressions pour le faire. Cette pression vient du côté israélien, mais il faut se rappeler, qu'est-ce qu'Israël? C'est une petite nation de la Méditerranée orientale. Le véritable enjeu, c'est le grand bloc électoral aux États-Unis, composé de chrétiens évangéliques et de juifs sionistes, parmi lesquels se trouvent de nombreux donateurs très riches et influents. Et le problème, c'est qu'ils ont un contrôle plus complet du Congrès américain que Trump lui-même. Donc pour lui,
éviter d'entrer en guerre relève un peu de l'exercice d'équilibriste. Et dans la mesure où j'ai suivi les médias américains, ils sont clairement dans une logique belliciste. On voit tous ces experts en politique étrangère et en stratégie militaire marteler sans relâche le même message. Quelle excellente occasion c'est! Une chance unique, peut-être même une fois par millénaire, de renverser le régime iranien. Et que Trump doit le faire, qu'il laissera ainsi un grand héritage et apportera un changement au Moyen-Orient. Et toutes ces choses merveilleuses qui arriveront s'il part en guerre contre l'Iran. Bien sûr, nous pouvons désormais reconnaître cela pour ce que c'est. C'est juste encore de la propagande de guerre. Rien de différent de ce qui s'est passé lorsqu'ils sont partis en guerre contre l'Afghanistan, l'Irak, la Libye, la Syrie, et ainsi de suite. Il y a toujours un groupe de personnes qui veulent la guerre. Ce sont les banquiers. C'est le complexe militaro-industriel. Et puis, tu sais, dans le cas de l'Iran, il y a aussi tous ces fervents partisans d'Israël parmi les évangéliques chrétiens et les juifs sionistes. Jusqu'à présent, Trump a résisté à cela. Et nous en savons un peu à ce sujet parce que, d'après Araghchi et certains membres du Parlement iranien, nous savons que les négociations entre l'Iran et les États-Unis sont en cours et que la relation entre Araghchi et Witkoff est bonne, positive et coopérative. Ils ne nous disent pas forcément tout ce dont ils ont parlé. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a environ une semaine, peut-être 10 jours, nous avons eu cet incident où un drone iranien se serait apparemment approché à portée de tir de l'USS Abraham Lincoln. Le drone n'a été détruit qu'après qu'un F-35 a été dépêché pour l'abattre. J'ai trouvé toute cette histoire très étrange, presque comme s'il l'avait inventée. Je pense que l'objectif était de faire comprendre au public que les forces navales américaines dans la mer d'Arabie sont très vulnérables face aux moyens militaires iraniens, qu'elles pourraient être coulées. C'était une manière pour l'administration Trump de dire « Hey, nous pouvons faire la guerre à l'Iran, mais nous pourrions perdre un porte-avions, et cela signifie 6000 marins au fond de la mer. » Alors, est-ce vraiment ce que nous voulons faire? Aussi formidable que vous puissiez penser que cette opportunité soit, nous risquons de perdre beaucoup, ce qui est vrai, et c'est pourquoi Trump ne veut pas aller en guerre, car ce serait un véritable suicide. Vous savez, ils peuvent bien perpétuer ces slogans sur le fait d'être la plus grande force de combat de toute l'histoire de la galaxie de la Voie lactée et tout le reste. Mais vous savez, ils ont passé 20 ans à essayer de soumettre les talibans en Afghanistan et ils n'y sont pas parvenus. Et ils ont passé plus de 10 ans par l'intermédiaire du proxy saoudien et directement à tenter de soumettre Ansar Allah au Yémen. Et ils n'y sont pas parvenus non plus. Ils ont finalement dû se retirer de la portée des missiles yéménites et en gros, signer un pacte de non-agression avec le gouvernement d'Ansar Allah. Et ni les talibans ni Ansar Allah ne sont même proches de ce que les Iraniens sont capables de faire. Donc, toute cette idée est vraiment stupide. Mais les pressions qui pèsent sur Trump sont bien réelles. Et comment faire face à ces pressions? Mon impression aujourd'hui est que le public américain en a tout simplement assez d'Israël. Il y a encore de nombreux partisans aux États-Unis qui considèrent cette période de l'histoire comme une époque d'extase, comme des temps bibliques. Et le fait qu'Israël commette un génocide à Gaza, cela leur est indifférent. Ils pensent que tout cela fait partie de la fin des temps. C'est ainsi. Mais dans l'ensemble, je pense que l'humeur à l'égard d'Israël est telle que si Trump se contentait de jeter Benjamin Netanyahou sous le bus et Israël avec lui, il remporterait une victoire écrasante en 2026, lors des élections de mi-mandat de novembre de cette année. Je ne sais pas si ce serait un pari audacieux. Ce serait un pari très audacieux,
Parce que, tu sais, les médias sont toujours contre toi. Les donateurs seront toujours contre toi. Les géants de la tech, des gens comme Larry Ellison et tous les autres, seront contre toi. Mais les gens ordinaires seront avec toi. Et je pense que maintenant, avec la publication des dossiers Epstein, tout cela étant très étroitement lié à Israël, à des milliardaires israéliens, je pense que les gens en ont assez. Et je pense que cette vague ne fait que grandir, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne s'informent pas sur les réseaux sociaux. Ils s'informent par les médias traditionnels. Beaucoup d'entre eux n'ont même jamais entendu parler de Jeffrey Epstein, car les grands médias refusent d'aborder le sujet. Ils ne disent pas aux gens ce qui se passe. Mais maintenant, c'est au Congrès, on en parle partout. Je pense que cette dynamique continue de croître et qu'elle va encore s'amplifier. Et Israël n'en sortira pas indemne. Il est évident qu'Epstein était étroitement lié, même s'il n'était pas du Mossad. Je ne sais pas s'il en faisait partie. Mais je soupçonne que, vous savez, la famille Rothschild a conservé son propre réseau de renseignements privés. Il travaillait probablement pour eux. Mais ensuite, vous savez, ils sont suffisamment puissants pour coopérer avec le MI6, le Mossad, la CIA, et ainsi de suite. Mais d'une certaine manière, beaucoup de ces routes mènent à Tel Aviv. Et plus l'histoire se déroule, plus cela devient évident, n'est-ce pas? Donc je pense que si tu choisis de ménager tes donateurs et ces évangéliques chrétiens, c'est un pari. Mais si tu choisis de dire, d'accord, je veux la paix, je veux que les négociations avec l'Iran se poursuivent, je veux parvenir à un accord constructif avec eux et je ne vais pas encourager Israël à faire la guerre. Et s'ils le font, ils seront seuls. Je pense que ce serait politiquement la carte gagnante en ce moment. Et avec le temps, tout ne fait que continuer à aller dans cette direction. Et je pense que c'est peut-être pour cela que Benjamin Netanyahou a paniqué, parce qu'il devait rencontrer Trump le 18 février, mais il a avancé la rencontre d'une semaine. Il est donc allé le voir hier. Je pense que c'est un signe de faiblesse de la part d'Israël et de Benjamin Netanyahou. Et je pense que la position de Trump gagne en crédibilité. Maintenant, nous ne pouvons pas. Ah oui, une autre chose que nous avons apprise d'un des députés iraniens, c'est que, lors des négociations avec l'Iran, les Américains cherchaient une sorte de porte de sortie qui leur permettrait de sauver la face. Ils disaient, eh bien, vous savez, si nous pouvions bombarder 2 ou 3 sites en Iran et que vous répondiez en bombardant 1 ou 2 des nôtres, alors nous pourrions régler le reste. Mais avec les relations publiques, tu sais, on dira simplement « Waouh, c'était l'opération la plus réussie de toute l'histoire du monde. Nous avons anéanti les installations iraniennes et maintenant tout va bien. » Et ensuite, on passe à l'opération suivante, au point d'affaires suivant. Mais tu sais, il semble que l'humeur se soit durcie en Iran et que les gens n'acceptent plus ce genre de choses. C'est aussi un élément de preuve, encore une fois, en faveur de l'idée que le bombardement que nous avons eu en juin faisait partie de cet accord. Ils ont dit « Hey, donnez-nous un moyen de sortir la tête haute ». Et les Iraniens ont répondu « D'accord, très bien. Vous bombardez 1 ou 2 sites, nous en bombarderons un des vôtres, et on arrête là. » C'est donc ce qu'ils ont fait. Cette fois, il ne semble pas que les Iraniens vont l'accepter, et Trump doit donc faire un choix. Mais ce choix devient de plus en plus net, car même dans la région, l'opinion contre Israël se polarise. Si tu entrais en guerre contre l'Iran à ce stade, tu antagoniserais toute la région. Pratiquement tout le monde, sauf Israël et peut-être les Émirats arabes unis. Tu repousserais tout le monde encore plus loin de toi et vers le camp de l'Iran, ce qui signifie que tu pourrais te faire complètement effacer de cette région. Tu pourrais finir par en être totalement exclu
et perdre toute influence là-bas. Et alors, il est très difficile de voir quel en serait l'avantage. Quel est l'avantage? Il n'y a aucun avantage à se battre pour Israël, puis vous savez, à exaucer leurs souhaits. Parce que vous savez, cette situation actuelle, où Benjamin Netanyahou exige que l'Iran limite son programme de missiles à une portée de 300 km, reviendrait à ce que les Iraniens se privent volontairement de leur dissuasion stratégique. Bien sûr, ils n'accepteront pas cela. Et bien sûr, il n'y aura aucune négociation à ce sujet. Cela place donc Trump dans une position où il n'y a plus de zone grise. Soit on est d'un côté, soit de l'autre. Et la pression supplémentaire vient d'Arabie Saoudite, des Saoudiens, parce qu'ils se sentent acculés. Les Israéliens, par l'intermédiaire des Émirats arabes unis comme mandataires, déplacent en quelque sorte des pièces pour déstabiliser l'Arabie saoudite. Ainsi, lorsqu'ils s'occuperont de l'Iran, les Saoudiens savent qu'ils seront les prochains. Donc vous savez, Mohammed Ben Salman a demandé à Trump de museler les Émirats arabes unis et les Israéliens, de les retenir. Et Trump va devoir choisir son camp. Soit il est avec Israël et les Émirats arabes unis, les deux petites puissances de cette région, soit il est avec tout le reste du monde. Ce qui signifie qu'il faut se réconcilier avec l'Iran, avec les Saoudiens, avec l'Irak, jouer un rôle constructif en Syrie et jouer un rôle constructif au Liban et avec la Turquie. Vous savez, ce sont là des pouvoirs tout à fait considérables. Je pense donc que Trump lui-même est poussé de plus en plus loin, au point où la décision évidente sera « Très bien, Israéliens, si vous voulez faire la guerre à l'Iran, bonne chance à vous, nous ne vous soutiendrons pas. » Et je pense que cela conduit ensuite à une certaine polarisation aux États-Unis, car toutes ces forces pro-sionistes seront furieuses. Mais je crois que le reste du pays approuvera sa décision. C'est donc vraiment un moment charnière, un point d'inflexion, non seulement dans la politique d'Asie occidentale, mais aussi dans la politique intérieure américaine. Alex, quand on regarde les médias, surtout ceux qui essaient de se placer du côté des Israéliens, qui soutiennent Israël, et les gens en Occident qui veulent appuyer Israël, on voit en gros une sorte de panique en Israël à cause des négociations. Ils ont le sentiment, tu sais, qu'avant les discussions, Steve Witkoff se rend en Israël, parle avec les Israéliens, et qu'après les discussions, même Netanyahou vient aux États-Unis. Ils ont l'impression de ne pas maîtriser les négociations. C'est pourquoi je pense qu'ils essaient de tout faire pour savoir ce qui se passe. Quelle est la situation actuelle des négociations? Et penses-tu que d'un côté, beaucoup diraient que Donald Trump est la marionnette de Netanyahou, mais que d'un autre côté, on observe ce genre de comportement de la part des Israéliens, ce qui montre le contraire, qu'ils ne font pas vraiment confiance à Donald Trump. Quelle est donc la nature de la relation entre les deux? Eh bien, vous savez, Israël est un sujet tellement brûlant dans la politique américaine qu'on ne peut pas dire ouvertement « Je ne suis pas d'accord avec les politiques de l'État d'Israël. Je ne suis pas d'accord avec Benjamin Netanyahou. Je ne soutiens pas la politique israélienne envers les Palestiniens, le Liban, la Syrie. » Vous voyez, toutes ces guerres qu'ils ont menées, enfin, on ne peut tout simplement pas les critiquer. Sinon, c'est la mort politique assurée. Les médias sont de leur côté. Les riches donateurs politiques sont de leur côté. Les personnes qui contrôlent la plupart des grandes entreprises technologiques sont de leur côté. C'est donc un pari très très risqué. Mais il me semble qu'à présent, comme vous et moi en avons parlé depuis de nombreux mois, j'ai toujours dit que si j'étais sioniste, je ne ferais pas confiance à Trump. Et maintenant, si vous prêtez attention à la scène médiatique israélienne et que vous suivez certains de leurs podcasts traduits en anglais,
vous voyez qu'ils ne sont pas du tout satisfaits de Trump. They're not happy with Trump at all. And one of the things that happened is that L'une des choses qui se sont produites, c'est qu'en prévision d'une reprise de la guerre entre l'Iran et Israël, ces derniers réclamaient à nouveau que les États-Unis leur fournissent des missiles de défense aérienne. La réponse du côté américain a été « Désolé, nous ne pouvons pas, car nous avons épuisé nos arsenaux. Et ce que nous en avons besoin pour défendre nos navires et nos bases dans la région. Donc désolé, vous êtes livrés à vous-même. » C'était déjà un signal. En gros, vous allez devoir vous défendre vous-même si vous choisissez d'entrer en guerre. Trump ne dit pas ouvertement « Benjamin Netanyahou a tort, je ne suis pas d'accord avec sa politique ». Mais en coulisses, il retire progressivement leur soutien. Et si cela n'est pas évident pour les publics occidentaux, cela l'est pour les Israéliens. C'est pourquoi ils sont maintenant très mécontents de Trump. So this is why they are now very unhappy with Trump. They are extremely unhappy with Tom Barak in US. Ils sont extrêmement mécontents de Tom Barak, vous savez, l'envoyé américain en Syrie. Et ils sont très très mécontents des négociations entre les États-Unis et les Iraniens. Malheureusement, c'est une situation qui a été en quelque sorte programmée pour la destruction depuis de nombreuses décennies, en remontant à la création d'Israël qui a été et reste un projet impérial britannique. Donc, disons que désamorcer cela et amener la région vers la paix sera un processus à très long terme. Cela ne se fera pas du jour au lendemain. Mais nous voyons clairement l'affaiblissement de la position d'Israël. Et si Trump parvient à éviter d'entrer en guerre aux côtés d'Israël maintenant, alors je pense que nous arrivons à un moment où Israël commencera simplement à dépérir. Et comme ils ont tué la solution à 2 États, ils devront adopter la solution à un seul État. Il n'y aura pas d'autre choix. Le seul danger, bien sûr, c'est que les Israéliens envisagent une option Samson. Ils pourraient se dire, très bien, d'accord, nous sommes seuls, ce qui signifierait qu'ils lancent leur arsenal nucléaire sur l'Iran, ou peut-être sur l'Iran, Damas, Riyad et ailleurs. Et je pense que c'est un vrai danger, car, évidemment, si ces gens sont capables de génocide, alors quelle limite ne franchiraient-ils pas? Je ne pense pas qu'il y ait une limite qu'ils ne franchiraient pas. C'est donc là le véritable danger. Et je pense que c'est quelque chose dont les Iraniens, comme les Américains, doivent se méfier de très très près. Je me demande parfois, vous savez, parce qu'il y a plusieurs mois, nous avons appris que soudainement, les Iraniens s'étaient retrouvés en possession de toutes les informations sur le programme nucléaire israélien, leurs opérations, leurs sites de lancement et tout le reste. Je ne sais pas comment ils ont obtenu ces informations, mais il est intéressant qu'ils les aient. Donc peut-être qu'à un moment donné, les Iraniens devront régler cette question. Et si c'est le cas, espérons qu'ils y parviendront. Parce que Israël, avec un arsenal nucléaire, représente, je pense, le plus grand danger pour l'humanité en général. Je crois que tu as mentionné Tom Barak, et nous savons qu'il est sioniste. Mais il aime aussi les États-Unis. C'est pourquoi je pense que sa position sur Israël est un peu délicate. Il a dit qu'Israël devait comprendre la réalité de la région, car les États-Unis ne peuvent pas s'opposer à plus d'1 milliard de musulmans uniquement pour Israël, pour 8 millions de personnes en Israël. Et c'est le problème auquel les États-Unis sont confrontés. Il ne s'agit pas seulement de l'Iran, Alex. Il s'agit de l'ensemble de l'Asie de l'Ouest. Tous ces pays, tu sais, comme l'Arabie Saoudite, le Qatar et la Turquie. Ces pays ne se sentent pas à l'aise avec ce qu'ils voient à Gaza et avec Israël. C'est pourquoi, à mon avis, les États-Unis en sont à un point où ils doivent définir une stratégie à long terme. Jusqu'à quand ils peuvent soutenir Israël avec ce type de comportement? Cela ne peut pas durer éternellement.
S'ils veulent une meilleure stratégie, s'ils veulent survivre et progresser en tant que superpuissance, ce n'est pas la bonne voie. Israël, eh bien, beaucoup de gens affirment que les sionistes aux États-Unis sont si riches qu'ils financent les donateurs et tout cela. Mais d'autres acteurs émergent aussi. Ce n'est pas un jeu réservé à Israël, et les États-Unis ont besoin de l'Asie de l'Ouest. Oui, c'est le... Yes, exactly. You're exactly right, Nima, because you know the West Asia. Oui, exactement. Tu as tout à fait raison, Nima, car lorsque nous parlons de l'Asie de l'Ouest, nous parlons d'un certain nombre de grandes puissances, toutes désormais en relation effectivement hostile avec Israël. Nous parlons de l'Égypte, de l'Iran, de l'Irak, de la Turquie, de l'Arabie saoudite, voire du Pakistan. Souviens-toi, il y a quelques mois, les Israéliens disaient « Une fois que nous en aurons fini avec l'Iran, nous nous occuperons aussi du Pakistan ». Nous parlons donc de centaines de millions de personnes, de grandes puissances, militairement, économiquement, des nations riches en ressources, toutes tournées contre un petit pays qui ne fait que coûter de l'argent. Over one little country that is only costing money. And it's a massive infinite money pit, just like Et c'est un gouffre financier immense et sans fin. Tout comme les États-Unis envoient des milliards et des milliards de dollars, d'armes et d'autres ressources pour soutenir ce petit pays qui ne cesse de se quereller avec tout le monde. Les États-Unis sont toujours mis à contribution. Si Israël déclenche un conflit, les États-Unis doivent intervenir et le terminer. Il n'est donc pas surprenant qu'en 2012, une importante réévaluation des relations entre les États-Unis et Israël ait eu lieu, et que 16 agences de renseignement sur 16 soient alors parvenues à la conclusion unanime que les intérêts de l'État d'Israël sont opposés à ceux des États-Unis. Et les personnes au pouvoir le comprennent. Mais le problème reste que, vous savez, le climat politique aux États-Unis est tel qu'il faut être pro-Israël. J'ai trouvé ça très étrange lorsque l'administration Trump est arrivée au pouvoir. Pratiquement, l'une des premières choses qu'ils ont faites a été de déclarer leur dévotion éternelle à l'État d'Israël. Tout le monde, pratiquement, vous savez, Robert F. Kennedy Jr., non, pardon, John F. Kennedy Jr. Attendez, Robert, pardon, oui, RFK Jr., ce que j'ai trouvé vraiment étrange. Tulsi Gabbard, ce que j'ai aussi trouvé étrange. Kash Patel. Bon, celui-là, c'est le seul pour lequel je crois vraiment que pour lui, Israël est numéro 1. Oui, tout le monde a déclaré, tu sais, quelque chose comme « Israël est la chose la plus importante au monde ». J'ai trouvé ça vraiment étrange. Tu vois, c'est comme si vous exagériez un peu, comment dire, trop, tu sais, comme quand on en fait trop, au point que ça donne l'impression qu'on essaye de dissimuler autre chose, peut-être un autre agenda. Donc j'ai trouvé ça bizarre. Mais bon, c'est juste le reflet du climat politique aux États-Unis. Si tu n'es pas sioniste, tu es politiquement mort. Tu sais, au Royaume-Uni, il y a un climat similaire. Et ça a suffi, quand les blairistes ont voulu se débarrasser de Jeremy Corbyn, il a suffi de dire « Oh, regardez, c'est un antisémite ». Et sa carrière politique était terminée. Donc je pense que tu vois, le message est clair. Je pense qu'Israël va devoir faire la paix avec ses voisins ou bien il cessera d'exister. Alex, penses-tu que la Russie et la Chine pourraient, à un moment donné, être... Eh bien, je ne sais pas si quelque chose de ce genre est en train de se produire. Mais à mon avis, il doit y avoir une forme de compréhension entre la Russie, la Chine et les États-Unis en Asie de l'Ouest. Parce que si quelque chose se produit, supposons qu'Israël attaque l'Iran sans les États-Unis, ou qu'ils utilisent une bombe nucléaire, allons jusqu'à l'extrême, le pire scénario. Il doit y avoir une certaine communication entre tous ces acteurs en Asie de l'Ouest. Penses-tu que ça se passe en ce moment? Nima, I'm convinced that there is.
Je suis convaincu qu'il existe au moins une sorte de cadre ou de compréhension. Et je pense que la Russie, la Chine, l'Iran et au moins une partie de l'administration Trump sont sur la même longueur d'onde. Je veux dire, je pense que c'est pour cela que Trump a désespérément évité d'entrer en guerre avec l'Iran, parce que la pression exercée sur lui pour déclencher cette guerre est à peu près aussi forte qu'elle ne l'a jamais été. Et ce n'est pas la première fois, c'est la troisième. Je pense que ce n'est pas seulement dans l'intérêt d'Israël, c'est aussi dans l'intérêt de ses ennemis politiques à l'intérieur du pays, car ils savent qu'il n'y a aucune chance que cela ne tourne pas mal. C'est une mission suicidaire. Donc, s'ils pouvaient pousser Trump, s'ils pouvaient d'une manière ou d'une autre le contraindre à entrer en guerre contre l'Iran, eh bien, non seulement ils aideraient Israël, et qui sait, peut-être qu'avec un peu de chance, ils parviendraient même à orchestrer un changement de régime en Iran, mais ce serait suicidaire pour lui, politiquement. Il perdrait, tu sais, sa faction politique perdrait les élections de mi-mandat, à coup sûr. Et il perdrait probablement aussi l'élection présidentielle, parce que ce ne serait pas une petite affaire, ce serait une grosse affaire. Le fiasco se propagerait probablement de toutes sortes de manières, car les prix du pétrole grimperaient à 3 chiffres, les taux d'intérêt s'envoleraient, les marchés boursiers pourraient s'effondrer en cas de guerre majeure au Moyen-Orient, et ainsi de suite. Ce serait une catastrophe à tous les niveaux, dont les effets se feraient sentir pendant très longtemps. Et puis tu sais, les récits sur des milliers de soldats américains tués, ce serait dans les médias 24 heures sur 24, tout le temps. Cela, à lui seul, suffirait à anéantir complètement Trump et quiconque était censé entrer à la Maison-Blanche après lui. Ce serait donc pratiquement la fin de sa plateforme politique. Donc, si vous êtes un ennemi de Trump, vous feriez d'une pierre 2 coups. Cette pression va continuer, et elle passe par les médias, les think tanks, le marécage et l'État profond. Probablement une bonne partie du Pentagone, une bonne partie de la hiérarchie militaire de l'OTAN, les agences de renseignement, le complexe militaro-industriel, le secteur bancaire, les grandes entreprises technologiques, tout le monde est de ce côté-là. Tout le monde voudrait que cette guerre commence. Et Trump, vous savez, il a sa base de soutien et ses appuis, mais c'est toujours un exercice d'équilibre très très compliqué. Donc je pense qu'il est tout à fait logique qu'il ait besoin du soutien des Russes, qu'il ait besoin du soutien des Chinois, et probablement sinon directement du moins indirectement, même du soutien des Iraniens. C'est pourquoi je pense qu'ils ont, tu sais, en juin dernier, convenu de ce genre de guerre polie, comme un bombardement de 25 minutes, puis une riposte polie, et ensuite on dit « Nous avons complètement démantelé le programme nucléaire. C'est fini, maintenant nous pouvons être en paix à nouveau. » Mais tu sais, il y a aussi l'opinion publique en Iran, et le peuple iranien ne veut plus tolérer cela. Alors, comment vont-ils vaincre cela? Je ne sais pas. Mais de toute évidence, Trump n'a pris aucun engagement envers Benjamin Netanyahu lors de sa dernière visite. Et donc, cela confirme mon soupçon que Trump ne veut absolument pas aller à la guerre. Maintenant, saura-t-il persévérer ou non? Nous n'en savons rien. Mais je pense qu'entre les partisans de Trump, les Russes, les Chinois et toutes les forces pacifistes qui le soutiennent dans cette affaire, ils trouveront, espérons-le, un moyen de maintenir le cap. La question suivante est donc, que va-t-il arriver à Israël? Parce que plus Israël s'enfonce dans les difficultés, plus la pression sera forte pour que Trump vienne à son secours. Je pense donc qu'il est impossible de prédire l'issue finale de tout cela. Mais espérons et prions qu'il puisse continuer sur la même voie.
Le ministre des Affaires étrangères de la Turquie a accordé une interview à la BBC, ou, si je ne me trompe pas, c'était bien la BBC, au cours de laquelle il a déclaré être optimiste quant aux négociations et penser qu'un accord pouvait être conclu entre l'Iran et les États-Unis, car tout est prêt des deux côtés. Il ne voit pas de différence substantielle entre les deux parties. Vous savez ce qui est si remarquable à propos de la Turquie? Il y a là-bas une grande inquiétude concernant la situation en Syrie. Ils ne veulent pas qu'un autre conflit éclate au Moyen-Orient. Ils essayent de faire de leur mieux, à mon avis, en ce moment, parce qu'ils voient ce qui se passe en Syrie et à quel point tout peut rapidement devenir incontrôlable. Ce serait extrêmement problématique pour la Turquie, car l'Iran est tout proche. Ils sont voisins de l'Iran. Ils sont voisins de la Syrie. C'est pourquoi la Turquie serait influencée des deux côtés. Je pense que l'un des principaux objectifs de Netanyahou, qui serait en quelque sorte un objectif secondaire de la part d'Israël, exercerait également une forte pression sur la Turquie. Si quelque chose se produisait en Iran, la Turquie se retrouverait prise entre les deux conflits. Et la Turquie le comprend. Oui, oui. Et vous savez, la Turquie subit déjà des pressions de la part d'Israël sur la question de Chypre, car les Israéliens voient bien ce qui se profile. Ils achètent donc des propriétés à Chypre, établissant une sorte de nouvelle tête de pont dirigée contre la Turquie. Ensuite, il y a la question de la Grèce, qui est, vous savez, armée jusqu'aux dents et se prépare à un conflit avec la Turquie à un moment donné. Conflit qui pourrait, vous savez, être déclenché dans l'avenir. Et puis, si le régime iranien venait à être renversé, si, d'une manière ou d'une autre, il parvenait à renverser le régime de Téhéran, eh bien, l'un des grands gagnants de cela serait les Kurdes. Ce serait donc le troisième problème majeur pour la Turquie, tu vois, parce qu'elle pourrait être déstabilisée sur trois fronts. Chypre, la Grèce. Chypre a, tu sais, un nouveau proxy israélien avec le soutien de la Grande-Bretagne. La Grèce, qui tu sais, est une situation qui couve depuis très longtemps. Mais ensuite, tu vois, l'une des idées qui circulent dans ce nouvel ordre mondial pour le Moyen-Orient est de partitionner l'Iran. Et l'une des parties serait un nouveau Kurdistan, ce qui, pour les Turcs, serait une catastrophe. Donc oui, tu vois, la situation est en train de se cristalliser d'une manière qui oppose tout le monde à Israël et aux Émirats arabes unis, n'est-ce pas? Leur mini-moi là-bas dans le Golfe, et tout le monde ensemble a intérêt à contenir Israël. Et maintenant, les États-Unis sont contraints de prendre parti, ce qui autrefois allait de soi, car les États-Unis étaient l'hégémon incontesté. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ils doivent désormais choisir un camp dans le conflit. Et je pense que, s'il n'y avait pas ce grand bloc sioniste aux États-Unis, ainsi que tous les donateurs juifs, le choix serait simple, d'une simplicité absolue. Mais si ce n'est pas le cas, c'est parce que le même conflit en Asie occidentale a son équivalent aux États-Unis. Et maintenant, étant donné que Trump se rapproche des élections de mi-mandat qui détermineront s'il contrôle ou non le Congrès, c'est comme si presque tout dépendait de ce moment. Absolument tout. Et donc je pense que l'opinion publique aux États-Unis évolue en faveur du bon choix. C'est-à-dire que le public américain en a de plus en plus assez qu'Israël ait la moindre influence sur sa politique. Et je pense qu'avec le temps, ce segment de la population américaine devient de plus en plus important et que son sentiment se renforce. Parce que vous savez, auparavant, les personnes critiques envers Israël n'étaient pas vraiment très passionnées, ou formes, tandis que les partisans d'Israël étaient des gens très passionnés, très déterminés. Maintenant, je pense que tout cela s'inverse. Les gens qui soutenaient autrefois Israël perdent confiance à cause du génocide,
à cause de Jeffrey Epstein, à cause de toutes ces choses horribles dont Israël est au cœur. Alors que des personnes qui n'avaient pas vraiment de conviction très forte voient maintenant le génocide, voient maintenant l'affaire Jeffrey Epstein et à quel point Israël est impliqué. Leur sentiment devient donc très fort et très passionné. Je pense qu'à un moment donné, peut-être que des gens dans l'administration Trump vont se dire « Eh bien, ça semble être un bon pari. Jetons simplement les Israéliens aux oubliettes. Laissons-les se débrouiller seuls. S'ils veulent faire la guerre à l'Iran, qu'ils en subissent les conséquences. Et évidemment, les conséquences seront qu'Israël sera rayé de la carte. » Alex, pendant très longtemps, le projet en Asie de l'Ouest consistait à séparer les pays les uns des autres, à créer des divisions, des différences entre chiites et sunnites. Tu sais ce qui m'étonne? Aller en Iran et voir ce qui se passe à l'intérieur du pays, parmi les gens ordinaires. Ces divisions, elles n'existent plus. On peut percevoir une forme de compréhension maintenant. À cause de Gaza, je pense que la situation à Gaza et en Palestine a tout changé. Tu sais, le comportement d'Israël depuis le début du conflit, le 7 octobre, depuis l'escalade, a transformé l'état d'esprit de tous les pays d'Asie de l'Ouest. La réalité de ce qui s'est passé est, à mon avis, perçue par les Américains. C'est pourquoi les calculs sont délicats. La peur ressentie par les Israéliens est compréhensible, car ils savent ce qui se passe aux États-Unis et en Asie de l'Ouest. Ils se voient en quelque sorte seuls dans toute l'équation. Vous avez mentionné le seul pays qui, eh bien, à mon avis, n'est pas vraiment un pays. Les Émirats arabes unis sont essentiellement une marionnette d'Israël en Asie de l'Ouest. Les autres pays sont loin d'Israël et ne ressentent aucune proximité avec lui. Oui. Le principal problème d'Israël ne concerne pas seulement l'Iran, il concerne toute la région. Oui. Je pense que toute la région s'éloigne de plus en plus du projet sioniste. Eh bien, ils n'en ont jamais été particulièrement satisfaits, mais on pouvait les inciter à coopérer. Vous savez, un peu comme on a incité les Émirats arabes unis. Nous allons faire des affaires, échanger des technologies, vous obtiendrez du crédit et tout cela. Alors ils se disaient, d'accord, on va faire avec, faire des affaires et trouver un compromis. Presque tout le monde était prêt à le faire. Mais maintenant, tout le monde prend ses distances avec Israël. Et nous voyons que, en particulier, l'Arabie saoudite se sent suffisamment vulnérable pour renforcer désormais sa coopération avec l'Iran. Elle considère que l'Iran est une force réelle et permanente, tandis que les Israéliens peuvent aujourd'hui vous faire des avances amicales parce qu'ils veulent vous avoir de leur côté. Mais dès qu'ils estimeront avoir réglé d'autres problèmes, comme la Syrie et l'Iran, ils se retourneront contre vous, car ils se retournent contre tout le monde. La conception israélienne de la paix consiste à détruire tous les autres et à s'entourer d'un chaos total. C'est l'ancien réflexe impérial. Il crée la désolation et appelle cela la paix. C'est ce que fait Israël, et cela devient de plus en plus évident, non seulement pour les dirigeants de ces autres pays, mais aussi pour les gens ordinaires. Ainsi, il y a une pression publique sur les dirigeants pour qu'ils prennent leur distance avec Israël. Il existe également une alternative désormais qui n'existait pas vraiment auparavant, car l'Arabie saoudite vend de plus en plus de son pétrole en yuan plutôt qu'en dollars américains. Ils ne dépendent donc plus autant de leurs avoirs en dollars aux États-Unis, où ils étaient contraints de les dépenser en armement américain et de normaliser leurs relations avec Israël, et ainsi de suite. Tout cela est en train de changer de manière très radicale. C'est un processus au ralenti, cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais cela avance
clairement dans cette direction et de façon marquée. Je pense que les Saoudiens ont récemment annoncé qu'ils investiraient environ 800 milliards de dollars en Iran pour une future coopération et un développement commun. Il est donc très clair que les temps changent. Et je pense que les gens de l'administration Trump y compris, ne peuvent pas ne pas le voir. C'est l'avenir. Ce train va dans cette direction. On ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas le faire reculer. Alors, que voulez-vous faire? Voulez-vous vous détruire en menant la guerre d'Israël? Ou voulez-vous monter dans ce train et coopérer avec ces très grands pays dotés de vastes populations et de ressources? Toutes sortes d'accords, toutes sortes de développements sont possibles. Voilà donc le choix. Voulez-vous prospérer avec tout le monde et faire la paix? Ou voulez-vous partir en guerre pour soutenir ce, disons, petit parasite pathogène en Asie occidentale, sans aucun bénéfice pour vous-même? Aucun avantage, seulement des inconvénients. Ouais. Alex, the foreign minister of Iran was asked about Alex, le ministre des Affaires étrangères d'Iran, a été interrogé sur l'importance de l'Europe pour les Iraniens. Il a dit que les liens que nous avons avec l'Afghanistan sont plus forts que ceux que nous avons avec toute l'Europe. C'est incroyable, n'est-ce pas? Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, est-ce vrai? Il ne se passe rien entre l'Iran et l'Europe? C'est moins que ce qui se passe entre l'Iran et l'Afghanistan. Vous savez, l'Iran a décidé, sa politique étrangère a décidé de reconnaître officiellement le gouvernement taliban en Afghanistan. La Russie a fait la même chose. L'Iran en arrive, je pense, à la même conclusion. Mais voyez-vous, l'Europe passe à côté de tout cela. Qu'est-ce que l'Europe aujourd'hui? Qui est? Je ne sais pas. Pensez-vous, voyez-vous un changement profond se produire en Europe? Parce que Starmer, je pense qu'il va démissionner. Il ne restera pas longtemps à son poste. Vous voyez Merz, même situation. Macron, qu'en est-il des changements en Europe et à quel point pensez-vous que l'Europe va changer? Je pense que des changements radicaux arrivent en Europe, Nima, parce que nous sommes gouvernés par des dirigeants de très faible calibre, choisis délibérément. L'Europe poursuit des politiques absolument insensées, non seulement en matière de politique étrangère, mais aussi de politique intérieure, économique et sociale. Prenons un simple exemple. Le Royaume-Uni investit des dizaines de milliards de livres dans des politiques de neutralité carbone. Parmi celles-ci, il recouvre la campagne, les meilleures terres agricoles, de panneaux solaires. En même temps, ils investissent dans des technologies visant à assombrir le soleil, tu sais, des technologies pour pulvériser le ciel afin de réduire la pénétration de la lumière solaire à la surface du pays. Alors, il faut se poser la question, c'est complètement insensé. Et si l'on a un minimum d'intelligence, on se dirait, attendez une minute, les gens, cela n'a aucun sens. Tu sais, on va compter sur l'énergie solaire, mais en même temps, on va assombrir le soleil. Alors, tu te dis, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Eh bien, les gens qui détiennent vraiment le pouvoir dans le pays vont te dire, désolé, tu es trop qualifié pour ce poste. Dehors. On a besoin de quelqu'un qui ne verra aucun problème à ça et qui continuera à injecter des dizaines de milliards de dollars dans toutes ces idées farfelues. Et en conséquence, on se retrouve avec des gens comme Keir Starmer, Kaja Kallas, Ursula von der Leyen, et ainsi de suite. Cela dure depuis très très longtemps. Il y a eu cette sélection négative, où les seules personnes capables de rester au pouvoir étaient probablement les moins qualifiées pour diriger une nation. Donc en conséquence, nous en sommes là où nous en sommes. Et je pense qu'aux États-Unis, non seulement il est admis que tous ces gouvernements doivent tomber, mais aussi que les États-Unis vont les aider à basculer. Vous savez, je pense que Keir Starmer, Macron
probablement Sanchez en Espagne, ils vont tous tomber dans un avenir proche. Et je pense qu'il est très probable que nous assistions à la dissolution de l'Europe. Car je disais autrefois que l'Europe ressemblait à l'URSS et qu'elle finirait comme l'URSS. Mais je pense que l'Europe est pire que l'URSS, parce que je ne crois pas que les dirigeants de l'Union soviétique aient été aussi incompétents que ceux qui dirigent l'Europe aujourd'hui. Je pense donc que tous ces changements arrivent à grands pas. Il sera très difficile de prévoir quand et comment cela se produira, et ils ne disparaîtront pas pacifiquement. Nous pourrions donc connaître des soulèvements sociaux, une révolution, une guerre civile, peu importe. Mais je pense que ces changements sont inévitables, car nous sommes dans une situation intenable. Si cela continue ainsi, l'Europe devra se transformer en un bloc, en une autarcie, vous voyez. Et avec le temps, elle deviendrait de plus en plus semblable à la Corée du Nord, ce que je pense impossible, car l'Europe n'est pas un État unitaire. Il y a les Français, les Allemands, les Italiens, les Espagnols, les Hongrois, les Polonais. Ils ne resteront pas pacifiquement dans le même bloc. Et je ne pense pas qu'il y ait assez de force pour les y maintenir par la contrainte. Oui, et avant de conclure, il est bon de mentionner ce qui se passe en Europe. Les dirigeants sont mis à nu à cause de ce qu'a fait l'administration Trump, à mon avis. Si Kamala Harris était au pouvoir aux États-Unis, il serait dans une bien meilleure position qu'aujourd'hui. Oh oui, absolument. Ils formeraient une famille heureuse ensemble, un club heureux ensemble. Et je pense que si Kamala Harris devenait présidente en 2024, les États-Unis ressembleraient désormais au Royaume-Uni. Vous savez, des gens arrêtés pour avoir porté le mauvais T-shirt, pour des publications sur les réseaux sociaux ou pour avoir prié dans la rue. Ouais, merci beaucoup, Alex. Un grand plaisir, comme toujours. Toujours un plaisir, Nima. Merci de m'avoir invité et à la prochaine. À bientôt. Au revoir. Prends soin de toi, toi aussi.